ben donc, bonjour à tous. Une petite sensibilisation. Il y a tous les gens. Voilà, ça fait longtemps que j'en discutais avec Luc, de faire une petite sensibilisation aux développeurs de la TMA en particulier sur des techniques d'exploitation de pentest en fait. Et dans nos projets, en fait, on met pas mal en place d'outils, par exemple pour vérifier la sécurité et mettre à jour les logiciels. Et je voulais vous montrer en fait quelques vulnérabilités et la manière en fait de les exploiter. J'avoue, je suis un peu stressé parce que autant j'ai l'habitude de faire pas mal de conférences, autant là, il y a des vulnérabilités qui peuvent être un peu je ne sais pas si le terme compliqué est adapté, mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas magique et que tout le monde puisse comprendre ce que je fais. Je vais faire une petite présentation très rapide et puis après, on va voir surtout quelques scénarios d'attaque, les recommandations et quelques conclusions. Si vous avez des questions, alors vous pouvez toujours les laisser dans la zone de chat, ce qui permettra je ferai de mon mieux pour y répondre en direct en fait. Donc vite fait, bon voilà, moi je m'appelle Cédric Bertrand. Normalement, bon, je commence à être connu à la ZIP. Je m'occupe de tout ce qui est sécurité offensive. Donc c'est moi souvent qui fais les tests d'intrusion avec mon collègue Belaïd. Je fais aussi pas mal de sécurité défensive, donc durcissement, développement sécurisé, normalement que je vois avec vous. Et puis j'ai créé un nouveau service de cybersurveillance. Bon, je l'aborderai pas. Mais voilà, en tout cas pour me présenter. Donc voilà, on va voir ensemble maintenant quelques scénarios d'attaque en fait. Alors, les scénarios que je vais vous présenter, ils sont issus souvent de faits d'actualité. Vous allez voir, il y a quand même des vulnérabilités qui ont été pas mal exploitées pour prendre le contrôle de SI. Il y a aussi des analyses d'incidents de sécurité qui nous sont remontées. Alors, comme vous le savez, moi, je participe à la cellule AXE, qui est en gros l'appui aux structures de santé. Et chaque fois qu'elles ont un incident de sécurité, doivent nous le remonter. Donc, ça nous permet de voir un peu les vulnérabilités qui peuvent être exploitées par les attaquants. Et puis enfin aussi, je vais vous faire un petit retour d'expérience, moi, sur des audits que je réalise. Je réalise pas mal d'audits justement sur les hôpitaux, j'en ai fait pas mal sur les entreprises et je voulais vous remonter pas mal de choses que je voyais. Alors en gros, d'après mon expérience, je peux constater que la majorité des attaques sont plutôt opportunistes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler non ciblées. Alors qu'est-ce que j'entends par non ciblé? C'est qu'en gros, elle ne vise pas directement une entreprise. Souvent, alors en tout cas, moi, parmi les attaques que je peux constater sur les structures des hôpitaux, par exemple, et certaines entreprises. Alors, des fois, elles peuvent être ciblées, mais il y a beaucoup de vulnérabilités qui peuvent être simples à trouver. Les attaquants, en fait, ils recherchent les systèmes les plus facilement vulnérables qu'on peut trouver avec certains moteurs de recherche. Et en fait, les attaquants, ils automatisent beaucoup la recherche et l'exploitation des cibles potentiellement vulnérables. Donc, au niveau des scénarios d'attaque, on va en voir 4 ensemble. Donc, le premier, ça va être une vulnérabilité critique qui est assez présente, et d'ailleurs qui a impacté des millions d'applications Java en particulier. Donc, le scénario numéro 2, on va voir des fois quelques boulettes des développeurs que j'ai pu voir en particulier avec l'utilisation de services, enfin de logiciels comme SVN ou Git. C'est quelque chose quand même que je vois assez régulièrement en audit. Justement, dans le scénario numéro 3, je vous ferai un petit retour d'expérience d'une vulnérabilité que j'ai détectée sur un SI d'entreprise et comment ça m'a permis de prendre quasiment la main sur tout le SI. Et enfin, dans le scénario numéro 4, on va voir ensemble une injection SQL et puis aussi comment on peut prendre le contrôle d'un serveur avec une image. Alors là, j'ai un peu menti dans ma presse. Je vais commencer par le scénario le plus facile. Puis après, je vais un peu monter en difficulté. Donc là, en fait, on va commencer par les petits oublis des développeurs, en fait. On verra la vulnérabilité critique ensuite, parce que le niveau technique est un peu plus élevé et je voulais que tout le monde puisse être attentif. Donc alors, donc voilà, comme je viens de vous dire, on va commencer par le scénario numéro 2, avec souvent des petits oublis des développeurs ou des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, bon, les développeurs voilà, utilisaient souvent des serveurs de versionning.
Ça permet de suivre et de gérer les codes sources. Ça permet aussi de modifier et de suivre les évolutions de fichiers. Donc, il existe plusieurs logiciels de versionning. Bon, on a SVN, qui est un peu pour les vieux. Quand j'en ai parlé, un de mes collègues, il n'y a pas très longtemps, des serveurs SVN, il avait vu théoriquement en cours ce que c'était. Donc, je pense qu'actuellement, c'est beaucoup Git qui est utilisé. Un autre logiciel de versionning, voilà, qui a l'air d'être un peu moins utilisé en entreprise, c'est Mercury. Et en fait, parfois, ces petits répertoires de versionning, par exemple SVN et Git, ils se retrouvent sur le site web et ils sont souvent accessibles. Et qu'est-ce qu'on peut faire enfin, qu'est-ce qu'un attaquant peut faire quand ce genre de répertoire il traîne? Bah, on va voir ça ensemble. Alors souvent, c'est pas très les scanners de vulnérabilité les détectent pour la plupart, pas tous. Souvent, c'est assez. Là, vous voyez, c'est un Nessus, par exemple, il m'indique que souvent, là, c'est une vulnérabilité moyenne, qui n'est pas très grave. D'après mon expérience, en tout cas en audit, je peux constater que souvent, en fait, il y a beaucoup de données confidentielles dedans. Bah là, vous voyez, par exemple, ça vient d'un audit que j'ai réalisé il y a 3 ou 4 mois sur une structure de santé. Et voilà, il y avait un petit répertoire SVN à l'intérieur. Et en fait, j'ai pu récupérer l'ensemble du code source de l'application. Donc bon, si j'avais eu le temps, j'aurais pu chercher les vulnérabilités dans le code source ou quoi que ce soit. Mais souvent, il n'y a même pas besoin de ça. C'est que vous voyez qu'il y a aussi souvent dans ces répertoires, il y a aussi tout simplement les fichiers de config. Et là, par exemple, on peut voir la configuration, le fichier de configuration à la base de données. Souvent, même encore plus grave, il y a, là, dans le cas que je vous partage, il y avait même des accès FTP à d'autres serveurs. Donc, c'était encore pire. Là, sur la droite, voilà, c'était souvent ça, en fait, l'authentification au serveur de base de données. On va voir justement dans le prochain scénario ce qui a été possible de faire avec ça en fait. Euh, donc voilà, d'ailleurs pour vous faire une petite démo, ça a l'air d'être un peu vieux SVN et Git, mais en fait il est aussi très simple de trouver par exemple des serveurs qui contiennent ce type de répertoire. Bon, on va utiliser notre ami Google. D'habitude, je fais un petit briefing sur l'utilisation malveillante un peu de Google et des moteurs de recherche. Bon, comme vous le savez ou pas, en fait, avec Google, on peut faire des requêtes assez particulières pour trouver des fichiers spécifiques, des répertoires spécifiques. En fait, ça s'appelle les dorks Google. Et c'est beaucoup utilisé par les attaquants parce que ça permet de trouver rapidement un peu des informations sensibles. Et par exemple, dans le cas présent, si je vais sur Google, vous allez voir qu'en fait, je vais pouvoir trouver pas mal de serveurs en fait qui ont des répertoires Git et SVN qui sont en fait accessibles. Donc en fait, il suffit de taper une petite recherche Google, in-text, ça veut dire charge dans le texte, index.svn, et là je vais trouver tous les serveurs en fait qui contiennent les petits répertoires SVN dont je vous parle. Donc vous pouvez voir qu'il y en a quand même un certain nombre. Là, il y a quand même 111 000 résultats. Waouh! En fait, il y a quand même beaucoup de serveurs qui sont vulnérables. Je fais rarement ce genre de recherche, mais je ne m'attendais pas à avoir autant de résultats. Vous avez la même chose pour Git, par exemple. Comme vous pouvez voir, là, en fait, c'est tous les serveurs dont je vous parle, ils ont un petit répertoire .svn ou Git. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, je vais vous faire une petite démo rapide, en fait, parce que il est assez simple, en fait, d'extraire complètement, en fait, le contenu d'un répertoire SVN ou Git. Donc pour ça, en fait, je vais utiliser une machine de pentest. J'aimerais bien éviter de finir en prison à la fin de cette conférence. Du coup, j'utilise une machine souvent de pentest qui me permet de m'entraîner, par exemple, m'entraîner à exploitation de vulnérabilité. Alors, attendez, j'essaye de vous trouver la machine. Ouais. Ok. Une petite seconde. Hop.
Voilà, en fait, ça s'appelle DVWA. C'est une machine pour s'entraîner au pentest, en fait. Et sur cette machine, bah, il y a un répertoire SVN qui est accessible. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on peut le vérifier en direct? Ouais, vous voyez, il y a bon, là, le répertoire est facilement visible. Et il existe pas mal de petits outils, en fait, pour extraire le contenu de répertoire comme ça. Donc là, vous voyez, j'indique en fait l'URL de la machine que je viens de vous montrer. Et voilà, vous voyez, j'ai un petit script en fait, qui m'extrait tout le contenu en fait, qui est contenu dans le répertoire SVN. En fait. Et après, bah, il suffit de parcourir en fait, le code source à la recherche d'infos un peu confidentielles. Donc là, voilà, vous voyez, bah, il m'a extrait le contenu en fait, du répertoire. Et souvent, voilà, il y a des fichiers de config. Vous pouvez accéder à des fichiers de log, etc. Enfin, vous avez beaucoup de, en fait, de manière assez simple, ça permet souvent d'accéder au mot de passe de l'administration et du coup de prendre le contrôle de la machine. Donc là, vous voyez, sur tous ces petits répertoires que vous voyez, on pourrait utiliser la même chose et malheureusement pour les webmasters, prendre assez facilement contrôle de leur site web. Donc ça, c'était concernant les petits répertoires SVN ou Git qui sont des fois voilà, oubliés par les développeurs sur les serveurs web. J'en vois quand même de manière assez régulière des audits, à peu près, ouais, je vais dire, une fois sur trois. J'en vois quand même qui traînent. Donc là, là c'est plutôt aux devs en fait, de ne pas oublier de virer ça des serveurs web en fait, ou de ne pas les rendre accessibles, quoi. Un deuxième petit point aussi qui concerne les développeurs et que je vois quand même de plus en plus en audit, bon, je pense que vous avez tous entendu parler de GitHub. Donc, c'est une grande plateforme collaborative pour les développeurs. Ça permet justement de partager ses codes sources et puis de les mettre à disposition des autres développeurs, quoi. Le souci avec GitHub, c'est que souvent, les développeurs, en fait, ils oublient que quand ils partagent leur code source, de la même manière, dedans, il peut y avoir des informations confidentielles qu'on peut trouver dedans. Là, c'est ce qui est arrivé par exemple à Uber il n'y a pas très longtemps. Il y a en fait Uber, des développeurs d'Uber, ils ont mis une partie du code source et dedans, en fait, ils avaient oublié de retirer les identifiants de connexion. En fait, les attaquants, ils ont utilisé en fait les identifiants pour se connecter au SI d'Uber euh, bah, et, et perpétrer une intrusion dans le SI d'Uber. En plus, il y a pas mal d'outils qui existent sur Internet, justement, qui analysent un peu tous les codes sources qui sont sur GitHub, par exemple, et qui vont extraire pas mal de données confidentielles, en fait. Donc voilà, en fait, il y a plein d'outils. Il y a Gitleaks qui est pour le plus connu. Voilà, vous lui donnez un petit répertoire GitHub à analyser et dedans, il vous dit s'il y a des clés SSH, des mots de passe de connexion, etc. Ça, par exemple, j'ai trouvé ça l'année dernière lors d'un audit sur un SI. En fait, le développeur, il avait mis une copie de son site web et dedans, il y avait en fait, il y avait tous les identifiants de connexion, vous voyez, à la base de données, le, le nom de l'utilisateur de l'adresse mail avec le mot de passe. Alors, il avait été en plus assez loin puisqu'il utilisait, pour le site web, il utilisait un CMS. Bon, un CMS, c'est un petit logiciel qui permet de faire facilement un site web. Vous avez par exemple Joomla pour les plus connus, WordPress, Drupal. En fait, en général, quand on installe ce type d'outil, en fait, on va créer des comptes utilisateurs. Vous voyez là, dans le cas présent, par exemple, l'utilisateur aussi, c'est plutôt sympa quand même pour les pirates, ou en tout cas ou pour le pentester que je suis, c'est que dedans, vous voyez, il y a le compte. Là, il y avait une base de données que j'avais pu récupérer où il y avait directement le compte administrateur avec les informations, le mot de passe qui était haché, mais il a suffi de le déchiffrer en fait pour pouvoir prendre la main après sur le site web. Là, c'était aussi le cas d'un médecin, par exemple, qui avait mis une application sur GitHub et puis qui avait mis la base de données avec le login et le mot de passe des utilisateurs. Euh, alors, vous allez voir que on peut en trouver pas mal, par exemple. Alors, pareil, je reprends un peu les recherches Google. Là, par exemple, pour vous donner un petit exemple de requête qu'on peut faire avec Google
pour trouver des informations confidentielles sur GitHub, bah, vous voyez, là, par exemple, ça concerne WP User, c'est en fait les bases de données des utilisateurs de WordPress. Et là, en fait, j'ai cherché dans le site GitHub, partout, je vois un peu cette requête apparaître. Et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre. Et là, pareil, bah, vous voyez, je- bon, bah, là, par exemple, on a un utilisateur qui a mis, par exemple, sa base de données d'utilisateur WordPress sur GitHub. Et puis bah, là, si on descend, ah bah, ouais, ouais, c'est magnifique quand même. Il a mis bah, toutes ces données utilisateurs, enfin toutes les informations des utilisateurs. Donc, vous voyez, on a le login, mot de passe, c'est magnifique. Bon, il y en a, en fait, il suffit de, voilà, de taper quelques recherches dans Google qui parcourent le site GitHub. Là, vous voyez, rapidement, on a pu trouver des, bah, voilà, des développeurs qui ont mis la base de données accessible directement sur Internet. On peut aussi taper quelques autres requêtes. Alors attendez, là, je pense que c'était la même que j'ai tapée. Là, par exemple, la requête que je vais taper, c'est pour trouver, pareil, des développeurs qui ont mis des bases de données Joomla. Donc, hop, faut regarder un peu. Bah voilà, vous voyez, pareil, euh, l'utilisateur a dû mettre une copie de son site web et puis à un moment, il a dû mettre la base de données. Et en fait, bah là, vous avez certainement les informations d'authentification. Alors, pas sur celui-là. Il faudra que je continue de chercher. Enfin voilà, avec ça, c'est souvent quand même quelque chose que je peux voir lors des audits. C'est souvent, bah, je cherche en fait le nom du domaine de l'entreprise dans GitHub et souvent, bah, ah, bah là, vous voyez, magnifique, je viens de tomber sur le compte administrateur. Enfin bon, c'est quand même quelque chose que je vois assez régulièrement lors des audits. Et du coup, bon, ça, c'est un peu les développeurs qui veulent partager leur code source, mais qui oublient que bah, tout ce qu'ils partagent, en fait, des fois, il peut y avoir des informations confidentielles à l'intérieur et qu'en fait, un attaquant, il peut très facilement en fait, les découvrir. Bah justement, là, je vous parlais d'un cas réel que j'ai vu lorsque j'ai fait un audit l'année dernière sur une entreprise. En fait, donc voilà, je devais auditer un domaine et puis tous ses sous-domaines. Donc, il y avait à peu près 80 sites web à auditer. Et j'ai trouvé justement il y avait un serveur CMS, donc c'était un WordPress, vous voyez. Et sur ce WordPress, en fait, il y avait un petit répertoire guide qui était accessible. Et en fait, à l'intérieur, il y avait les identifiants de connexion à base de données. Du coup, qu'est-ce que ça a été ma méthode pour prendre le contrôle du serveur? Bah, j'ai récupéré le répertoire Git. Donc, à l'intérieur, il y avait les identifiants. J'ai pu me connecter à la base de données avec les identifiants obtenus. J'ai ajouté un compte admin. Et puis après, j'ai pu me connecter à l'interface d'administration. Et enfin, j'ai installé un petit script de contrôle à distance. Donc, vous voyez, rapidement, bah, j'ai parcouru en fait tous les domaines et sous-domaines dans l'entreprise. Je vois qu'à un moment, il y a un petit répertoire. Donc là, c'était SVN. Voilà, je récupère le contenu du répertoire SVN. À l'intérieur, il y a le nom de la base de données et les informations pour s'y connecter. J'ai pu me connecter à la base de données en fait, et après, bah, je me suis rajouté, bah, vous voyez, un compte Cédric que j'ai mis admin. Et après, j'ai pu me connecter à l'interface d'administration du WordPress. Et ensuite, si vous préférez, modifier une page où j'ai pu ajouter un petit script de contrôle à distance du serveur. Et là, en plus, où l'entreprise n'était pas très maligne, c'est que, en fait, sur un serveur, ils centralisaient pas mal de leur code source. Et ce qui fait qu'en fait, juste en prenant le contrôle d'un serveur, en fait, j'avais accès à quasiment une bonne partie des informations confidentielles de l'entreprise. Alors, en gros, bon, pour trouver la vulnérabilité, ça m'a mis un peu de temps, mais vous voyez, pour l'exploitation, en gros, en 20 minutes, j'avais le contrôle du serveur avec plein d'informations confidentielles à trouver. Et puis, comme vous avez pu voir avec les recherches Google, en fait, c'est possible pour les attaquants de trouver très rapidement ce type d'infos. Donc voilà, ça en gros, c'était dans ce petit scénario, moi, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il y avait des fois les vulnérabilités, elles sont un peu sous-estimées. C'est-à-dire que voilà, si vous utilisez des scanners de vulnérabilité, il va vous dire que le Git ou le SVN, souvent, c'est une vulnérabilité moyenne. Mais souvent, dans la réalité, ça permet quand même d'avoir souvent de prendre, en tout cas, le contrôle d'une partie du SI
Pourquoi? Parce qu'une fois, souvent, que vous avez le mot de passe, vous vous rendez compte que souvent, ces mots de passe, ils sont réutilisés sur d'autres serveurs. Une fois que vous avez en plus un accès au système obtenu, il y a une possibilité de rebond vers d'autres systèmes. Et puis souvent, sur les systèmes, quand on y accède, on voit qu'il peut y avoir une mauvaise gestion des habilitations et des droits sur les fichiers. Donc, vous voyez, rapidement, ça peut être vite le carnage, en fait. Donc voilà, ça c'était le premier scénario de vulnérabilité que je voulais vous montrer, bon voilà, qui était un peu lié souvent à l'oubli des développeurs ou un peu l'inconscience, peut-être un peu des deux. Là, pour le deuxième cas, on va voir une vulnérabilité assez critique dont on parle depuis quelques années, qui se retrouve quasiment très très souvent sur les serveurs. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les vulnérabilités liées à la désérialisation d'objets. Attendez, je prends un peu d'eau. Donc là, c'est quelques faits d'actualité. Par exemple, en fait, il y a souvent ce qu'on appelle des vulnérabilités liées à la désérialisation. On va voir un petit peu ça ensemble. Et à une époque, vous voyez, il y avait, alors ce type de vulnérabilité, on les trouve dans Java, on peut aussi les trouver dans PHP, en fait, dans tous les langages de programmation orientés objets. Et en fait, à une époque, comment ça a été découvert, cette vulnérabilité? Pour vous faire un petit historique, en fait, on l'a découvert dans une librairie qui était vachement utilisée, qui s'appelait Apache Commons Collection. Donc, c'est une petite librairie souvent qui était avec Apache et qui permettait d'avoir accès à certaines fonctionnalités. Cette librairie était beaucoup partagée et en fait, on a découvert une vulnérabilité dans cette librairie. Et du coup, en fait, tous les composants logiciels qui utilisaient cette vulnérabilité, en gros, on pouvait prendre la main dessus, en fait. Donc là, il y a eu ça a fait quand même un gros carton, puisqu'à l'époque, il y avait tous les serveurs Tomcat, JBoss, Oracle, WebLogic qui étaient aussi affectés. Vous voyez, regardez, l'année dernière, une seule faille de désérialisation dans Apache a affecté 65% des entreprises du Fortune 100. Waouh, ce qui est quand même plutôt pas mal en fait. Là, par exemple, c'était juste une petite capture d'écran d'un attaquant qui a utilisé cette vulnérabilité pour accéder au serveur de PayPal. Donc, ce qui était plutôt enfin voilà, c'était plutôt présent. D'ailleurs, ça a fait un gros. Il y a pas mal de banques et toutes les grosses entreprises qui ont beaucoup paniqué parce qu'ils utilisent beaucoup d'applications Java. Et ils ont failli subir des intrusions. Donc, et cette vulnérabilité, elle est tout le temps, elle est toujours répandue, même si elle est sous différentes formes. Donc, on va voir un peu ensemble ce que c'est. Donc là, je vais faire de mon mieux pour expliquer lentement parce que je trouve qu'elle est assez technique. Et donc alors, qu'est-ce que c'est un peu cette vulnérabilité liée à la désérialisation? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la désérialisation et la sérialisation? En fait, c'est un mécanisme qui permet d'écrire des données présentes en mémoire, un objet par exemple, dans un format de données binaire, permettant de rendre persistant l'élément via un stockage disque, une transmission réseau ou d'autres. Donc en gros, ce qu'on appelle serialiser un objet, c'est le transformer en tableau d'octet. C'est pas, par exemple, on pourrait serialiser un utilisateur qui vient de se connecter sur un serveur, on pourrait serialiser par exemple son authentification et y accéder rapidement. Enfin je pense que tous les développeurs qui font de la programmation objet ont eu l'occasion de serialiser, déserialiser un objet en fait. Pourquoi on l'utilise? C'est parce que sauvegarder un objet peut être plus intéressant si la création d'objets en mémoire est gourmande en temps et en mémoire. Donc, il est beaucoup plus rapide de serialiser un objet que de le recréer, en fait. Ça peut être aussi nécessaire pour tout ce qui est appel à distance, comme SOAP, Corba, etc. Donc là, un petit schéma de serialisation, déserialisation. Vous avez un objet, vous le serialisez. Vous pouvez le mettre soit en mémoire, soit dans un fichier, soit dans la base de données. Vous le déserialisez et vous y réaccédez. Donc voilà, tous les langages orientés objets disposent de librairies de serialisation. Donc il y a Pickle pour Python, Boost pour C++, Java.io pour Java. Donc comment un objet il est serialisé? En fait, la structure d'un objet serialisé se définit souvent par une grammaire. En gros, un flux d'un objet serialisé, ça commence toujours par R00. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de tout ça? Moi, quand par exemple je fais des audits d'applications,
web en particulier, je vais analyser un peu toutes les requêtes et toutes les réponses de l'application. Et en gros, si je vois à un moment ce petit sigle-là R00, c'est qu'en fait, il y a un objet qui est sérialisé. Et là, du coup, je vais pouvoir tenter d'exploiter la vulnérabilité que je vais vous montrer en fait. Donc voilà en fait comment on repère la présence d'un objet sérialisé, bah, c'est avec ce petit, normalement c'est même RO0, pardon. Et en fait, donc voilà, un flux avec un objet comme ça commence toujours par ce nombre magique en gros. Puis après, il y a le numéro de version, puis un octet qui représente le type de contenu. Ça finalement, c'est pas si important que ça. Là, c'est un exemple de petit code en Java pour sérialiser un objet, par exemple. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais toujours vous donner des exemples de code source d'applications vulnérables. Donc du coup, désérialiser un objet, bah, c'est créer un objet à partir d'un tableau d'octets, comme on a vu. Et en fait, on va se concentrer sur Java. En fait, sur Java, on va utiliser la méthode readObject pour justement lire un objet sérialisé, en fait. Donc voilà, encore un exemple de petit code. Donc en fait, on va surtout se concentrer sur Java, puisque la démo que je vais vous faire, c'est plutôt en Java, en fait. Alors, ça paraît peut-être assez abstrait comme ça, tout ce que je raconte, ou peut-être pas, mais vous allez voir que bah, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'en gros, on va pouvoir, en gros, en tant qu'attaquant, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais en fait analyser une application web et chercher où il y a un objet sérialisé. Et dès que je vais voir un objet sérialisé, en fait, je vais créer un objet malveillant que je vais remplacer par l'objet sérialisé. Et en fait, quand ça marche bien, bah, en gros, ça permet quand même de prendre le contrôle du serveur. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez puissant et à connaître, quoi. Ouais. Alors, en gros, ouais, dans les objets sérialisés, bon, vous allez voir à la démo, ça va peut-être paraître un peu plus simple, mais je voulais éviter un peu l'effet magique, en gros, que je crée un objet sérialisé, que je prenne la main sur le serveur et que personne ne comprenne comment j'ai fait. Donc, en gros, les processus de sérialisation se manipulent que les données et non du code. Donc voilà, le code des méthodes n'est pas sérialisé. Et en gros, dans un objet sérialisé, normalement, qu'est-ce que va chercher à faire un attaquant? Bah, il va chercher, si je peux résumer, il va chercher à exécuter le code, enfin du code Java avec runtime exec. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette commande? Bah, simplement, si je peux faire un runtime exec, en gros, je vais pouvoir exécuter des commandes sur le serveur. En gros, je vais pouvoir supprimer des données sur le serveur, télécharger par exemple un malware ou un virus, modifier le serveur. Donc en fait, en gros, l'attaquant, il cherche quoi? Il cherche à travers un objet sérialisé à exécuter ce runtime exec. Le problème, c'est que Java, par exemple, il n'autorise pas directement à exécuter en fait cette instruction, runtime exec. À partir de la méthode readObject, bah, vous pouvez essayer si vous voulez, bah, vous ne pourrez pas exécuter cette petite instruction. Du coup, voilà, l'objectif de l'attaquant, c'est d'exécuter cette petite instruction en Java qui permet d'exécuter une commande système. Et en fait, pour y parvenir, en fait, l'astuce, c'est que on va utiliser des classes. En fait, on va, à partir d'un objet, utiliser un ensemble de classes jusqu'à arriver à la méthode runtime exec. Alors bon, ça va paraître un peu plus clair avec cette capture d'écran. En gros, voilà, là, vous avez le vrai contexte de base, enfin, un objet qui n'est pas malicieux, en fait. Bon, en gros, vous avez un objet sérialisé qui est fourni à l'application. On le passe à la méthode readObject qui permet de le désérialiser. Et une fois que l'objet est désérialisé, il peut être traité par l'application. Dans le cas justement d'une attaque sur ce type d'objet, en fait, on va créer un objet sérialisé qui est malveillant. On va aussi le fournir à l'application. Et à l'intérieur de cet objet, en fait, on va en fait essayer de justement de trouver en fait enfin l'attaquant, pardon, c'est parce que j'essaye d'être clair dans ce que je dis. L'objectif de l'attaquant, c'est de faire ce petit runtime exec. En fait, il ne peut pas y parvenir directement. En gros, il va passer par plein de méthodes au sein de l'objet jusqu'à arriver un peu au runtime exec que je vous ai dit, quoi. En fait, comment s'appelle cette étape? S'appelle gadget chain. En fait, c'est une combinaison de l'appel de différentes méthodes. En gros,
Si je prends le cas, par exemple, si j'essayais de cambrioler une maison, je ne sais pas, admettons qu'il y a la porte d'entrée qui est fermée, bah, par exemple, peut-être que je peux commencer à crocheter la serrure et à partir de la serrure, ouvrir l'entrée derrière. Vous voyez, mais je vais trouver euh, un, pardon, j'essaye d'être clair dans ce que je dis. C'est la première fois que je le fais, donc vous me pardonnerez si je bégaye un peu. Mais en gros, je vais essayer de trouver, l'attaquant il va essayer de trouver une combinaison pour exécuter le runtime exec que je vous ai montré. Bah, en gros, là, euh, je trouve que c'est pas clair. J'essaye de me mettre à votre place. Justement, je trouve que cette vulnérabilité un peu complexe, l'autre qui va suivre est un peu plus simple, mais celle-là, elle est quand même un peu ardue. Bah, comme je vous ai dit, en code Java, je vais avoir le object input stream read object, où là, je vais lire un objet sérialisé. Et en fait, l'attaquant, il va passer par plein de méthodes là, différentes, toutes celles-là, qui vont lui permettre à la fin de faire un runtime exec. Voilà, je vous remettrai les slides si vous avez des questions. Alors, pour faire un peu ce genre de combinaison de méthodes, bah, il existe des petits outils qui sont utiles à un attaquant. D'ailleurs, j'en utilisais un. Et en fait, lui, il permet justement de générer en gros un objet sérialisé malveillant euh, et d'exécuter la commande spécifiée sur le serveur distant. Donc là, vous voyez, il prend en compte pas mal de librairies vulnérables. Donc il y a Common Bean, Hibernate, Java, enfin, etc. En fait, on va utiliser ce petit outil pour générer un objet sérialisé malveillant et après, lui, le passer au serveur. Donc, c'est quoi un peu la méthodologie d'attaque? Je vais vous voir ça. On va auditer une application, je vais l'analyser, je vais chercher si je vois des chaînes de caractères qui commencent par RO0, qui là m'indique qu'il y a un objet sérialisé. Et dans ce cas-là, bah, je vais générer en fait une charge, un objet sérialisé malveillant avec mon outil. Je vais injecter la charge et puis je vais prier. Enfin, je vais prier que ce soit bien exécuté sur le serveur. En fait, voilà, pour reprendre, donc là, c'est une petite application vulnérable que j'utilise pour m'entraîner sur ce qu'on appelle la sérialisation des sérialisations. Alors, en fait, je vais me connecter. Donc voilà, le but de l'appli, c'est de trouver justement un endroit où il y a un objet sérialisable et de le remplacer par l'objet malveillant, comme je vous ai montré. Donc, je me connecte. Alors, pour analyser les applications, bon, bah là, du coup, un petit secret de pentester, moi, j'utilise ce qu'on appelle un proxy. C'est-à-dire que entre le serveur et ma machine, je vais intercepter tous les flux et ça me permet un peu de voir quelles sont les requêtes envoyées par le serveur et quelles sont ses réponses et de pouvoir les modifier en fait. Donc là, vous voyez, par exemple, je viens de me connecter à l'application. Vous voyez, bah là, je vois l'email que j'ai utilisé, le mot de passe. Donc, voilà, là, j'ai la réponse du serveur. Donc voilà comment l'application se présente. Si par exemple, je me connecte à l'application, que je demande une page, bon, là, vous voyez, dans cette page-là, il y a un objet sérialisé. Alors, je ne sais pas si il vous saute aux yeux ou pas. Peut-être. Regardez, en fait, dans Cookie Hot, j'ai là la petite chaîne magique dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait. Et bah, cette petite chaîne, justement, m'indique que là, bah, tout ça, en fait, c'est un objet sérialisé. En fait, le serveur, bah, il a créé un objet avec mon authentification et chaque fois que je me connectais, bah, en fait, il utilise un objet sérialisé. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah, là, je sais que c'est un objet sérialisé. Moi, je vais créer un objet sérialisé malveillant et là, bah, je vais lui le proposer au serveur. Et si tout se passe bien, le serveur, bah, il va récupérer cet objet malveillant qui contient, en gros, une charge malveillante qui va me donner un accès au serveur, en fait. Alors, pour ça, bah, comme je vous ai parlé, il y a un petit outil que j'utilise qui s'appelle, bon, j'en ai pas parlé, mais il s'appelle YSocial, qui va me permettre en gros de générer bah, un objet malveillant. Là, vous voyez, en gros, qu'est-ce que je lui demande au serveur? Bah, je lui demande de me filer, de m'ouvrir une session. En fait, je lui demande de se mettre en écoute sur le port 99 et de me donner un shell. C'est-à-dire concrètement, là, cet objet, s'il est exécuté par le serveur, 6 mois après, je me connecte sur le port 9999, bah, j'aurai un accès au serveur. Bon, ça vous paraît un peu magique. Donc là, vous voyez, j'ai mon objet sérialisé malveillant.
Alors, tenez, d'ailleurs, pour vous montrer que ça fonctionne bien. Alors, là, vous voyez, ça, c'est l'adresse IP du serveur vulnérable sur le port 9999. Là, si j'essaye de me connecter, vous voyez, il me marque que la connexion a été refusée, parce que je n'ai pas encore, du coup, injecté mon objet malveillant. Alors, comment ça se passe? Bah, vous voyez, là, je fais un petit copier-coller de mon objet malveillant. Je vais l'injecter ici, à la place justement de l'objet. Vous voyez, là, ça fait quand même un truc très, très gros. Je l'envoie au serveur. Bon, j'ai pas eu de réponse, mais par contre, si tout se passe bien, rappelez-vous de la prière, quand maintenant je me connecte, bah, vous voyez, en fait, je suis connecté au serveur, en fait. Du coup, je sais pas si tout le monde a bien compris ce qui s'est passé. Je vais la refaire rapidement, parce que je sais que ça paraît un peu magique quand je le fais. J'ai détecté un objet sérialisé dans l'application. Du coup, moi, j'ai créé un objet sérialisé malveillant qui utilise en gros une vulnérabilité liée à la désérialisation. En gros, la vulnérabilité, c'est quoi? C'est que le serveur, en fait, il ne contrôle pas vraiment l'objet qu'on lui envoie. C'est-à-dire que le serveur, là, il aurait dû contrôler dans les objets sérialisés qu'il n'y avait pas certaines fonctionnalités potentiellement malveillantes. Et là, vous voyez, j'ai créé ce petit objet sérialisé malveillant où je lui ai demandé de me donner une session sur le serveur. Là, vous voyez, ça y est, je suis sur le serveur. Je peux faire plus ou moins tout ce que je veux sur le serveur. Je ne sais pas si au moins c'était parce que j'ai essayé d'insister un peu sur la méthodologie, puisque moi, je vous avoue que ça me paraissait un peu magique quand je l'exploitais, et du coup, c'était un peu pour éviter que ça soit un peu magique. Donc là, voilà, pour revenir un peu sur ce qui s'est passé, l'application elle a lu un objet, a lié un objet sérialisé, et en fait, le petit outil là que je vous ai montré, il m'a créé un objet malveillant qui, concrètement, à la fin, fait un runtime exec avec cette instruction-là. Et bon, ça paraît peut-être un peu perché, mais ça, il y a beaucoup d'applications. Dites-vous bien que cette vulnérabilité, à une époque, a marché sur quasiment 70% des serveurs Java, Tomcat, etc. Et en fait, c'est complètement invisible, en fait. Enfin, vous voyez, là, quand c'était pas connu, ça permettait de prendre la main quasiment sur tous les serveurs, quoi. Après, en fin de conférence, si vous avez des questions, j'essaierai d'aller un peu plus loin. Je pourrais aussi mettre à dispo le challenge s'il y en a qui veulent s'entraîner. Moi, je trouvais ça assez magique. Et puis, comme je vous disais, à une époque, ça, justement, sur pas mal de nos applis, il peut y avoir des processus de sérialisation, désérialisation. Et du coup, vous pouvez voir qu'en fait, ça, cette vulnérabilité, elle est quand même ultra répandue. En plus, la plupart des outils de sécurité la trouvent pas forcément. Moi, vous voyez là, la machine de challenge là, que je vous ai montré, j'ai utilisé des logiciels pour la scanner et il me trouve quasiment aucune vulnérabilité en fait, quoi. Donc c'était assez le carnage en fait. Voilà, là je pense qu'on a atteint le niveau technique le plus élevé de ce webinaire. J'espère que vous n'êtes toujours pas perdu. On va finir sur justement un peu l'aveuglement des outils de sécurité. C'est-à-dire que moi, en tant qu'auditeur en sécurité, je peux aussi beaucoup compter sur les scanners de vulnérabilité ou quoi que ce soit, mais on va finir par justement deux petites vulnérabilités sympathiques, dont une injection SQL que aucun scanner ne détecte, et puis surtout comment on peut prendre la main avec une image, en téléchargeant une image sur un serveur. Donc là, pareil, une petite application vulnérable. Moi, en fait, je suis abonné à un site web qui nous met à dispo des machines vulnérables pour s'entraîner, en fait. Donc là, une application, une application assez lambda où finalement, on peut télécharger des images sur le serveur. Donc ça, vous voyez, je sais que le challenge l'annonçait que dedans, il y a une injection SQL sur cette partie d'authentification en fait. Donc là, pour ceux qui ont l'habitude des injections SQL, souvent vous pouvez voir le user ID égale 1, ce qui est en général, comme tout bon pen tester, en général,
quand je vois ça, moi, je teste s'il y a des injections SQL ou pas, en fait. Donc, alors, un petit rappel, qu'est-ce que c'est déjà une injection SQL? C'est une attaque qui consiste à modifier une requête SQL et à y injecter des commandes. Euh, si je reprends l'exemple d'application vulnérable, par exemple, user id égale 1, la vraie requête derrière, vous voyez, ça doit être sélectionne le. En fait, derrière, ça fait une requête SQL. Par exemple, sélectionne le nom, le prénom et le nom de famille de la table user où le user ID égale la valeur que j'ai passée. Qu'est-ce que c'est une injection SQL? Justement, ça a consisté à modifier la requête pour avoir un peu plus d'infos. Là, par exemple, si je fais user égale 1 et union select password last name from server, en gros, c'est comme si j'exécutais deux requêtes SQL dans la même requête SQL. Et qu'est-ce que ça fait cette petite bête? Ça me fait une autre requête où là, cette fois, je récupère le mot de passe et le nom de famille de la table user. Vous voyez, si j'exécute cette requête, vous voyez, je récupère les mots de passe des utilisateurs. Bon, les injections SQL, vous avoue, ça fait quand même au moins, depuis que je fais de la sécurité, ça fait au moins 15-20 ans que c'est connu. On est un peu protégé contre ça parce que comme maintenant c'est connu, la plupart des frameworks maintenant proposent la création de requêtes un peu plus sécurisées, mais on en trouve quand même pas mal sur la site web. Moi, encore une fois, je suis assez étonné, mais dans le cas d'un audit sur trois, je trouve des injections SQL. Alors souvent, c'est un peu des développeurs qui développent leur application PHP un peu dans leur coin, un peu from scratch, et qui font une petite application à la demande, et puis souvent, ils oublient un peu les bonnes méthodes pour sécuriser. Donc, il y a plusieurs types d'injections SQL. Souvent, il y a ce qu'on appelle des injections basées sur un message d'erreur. Souvent, quand quand par exemple, vous testez certains caractères, quand vous faites planter, en fait, en gros, la requête, en ajoutant par exemple une petite cote ou des dièses ou quoi que ce soit, le système, du coup, votre requête elle est mal formée. Du coup, le serveur y plante et en fait, vous avez un petit message d'erreur spécifique. Là, par exemple, un message qui est vachement connu des attaquants, c'est You have an error in your SQL syntax. Bon, quand vous voyez ça, en général, vous êtes quasiment sûr à 95% qu'il y a une injection SQL et que vous pouvez l'exploiter en fait. Donc ça, d'ailleurs, si vous tapez ça dans Google, je pense qu'on va trouver aussi pas mal de serveurs vulnérables encore à l'heure actuelle. Alors, attendez, on va faire le test. Donc là, je vais trouver beaucoup de forums où ils demandent la question, mais vous voyez, vous voyez, j'en trouve un peu. En fait, il y a encore plein de sites web qui sont vulnérables. Alors, attendez. Hop. Là, voilà. Vous voyez, quand on peut voir ce petit message d'erreur, c'est que le site web, il y a potentiellement une injection SQL, quoi. Alors, pour revenir là-dessus, donc voilà, ça c'était le premier type, donc c'est-à-dire détecter une injection SQL par rapport au message d'erreur. Et après, il y a un deuxième type d'injection SQL qui est assez connu, ce qu'on appelle la blind, donc à l'aveugle, c'est-à-dire que souvent, là, le serveur, il masque les messages d'erreur. Du coup, si vous faites planter la requête SQL, vous n'allez pas avoir ce message d'erreur qui va vous permettre de dire youpi, j'ai trouvé une injection SQL. Alors, comment on les détecte? En gros, avec la blind, on va plutôt poser des questions au serveur et si la réponse est vraie, le serveur va nous répondre et si la réponse est fausse, on n'aura pas de réponse. Là, si je reprends un peu l'application vulnérable que je vous ai montré avant, version, entre parenthèses, permet d'avoir la version du serveur SQL. En gros, là, je pose la question, est-ce que la version du serveur c'est 5? Vous voyez, je n'ai pas de réponse. Est-ce que la version du serveur c'est 5.1.41? Là, vous voyez, en fait, j'ai une réponse. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai uniquement une réponse quand ce que je demande est vrai. Donc, on peut demander, par exemple, est-ce que le mot de passe d'un utilisateur c'est Toto, par exemple, Tata? Et on aura uniquement une réponse si c'est vrai. Alors, il faut bien retenir que l'exploitation de ce type d'injection SQL est un peu plus longue parce que du coup, il faut poser plein de questions au serveur, mais ça marche plutôt pas mal en fait. Là, si je reviens un peu dans l'application dont je vous parlais qui était vulnérable, dans le challenge, ils annonçaient qu'il y avait une injection SQL, vous voyez, dans le user ID égale 1. Donc bon, de base,
Pour m'aider un petit peu, j'ai utilisé pas mal d'outils pour un peu scanner ce serveur. Donc là, vous voyez, c'est un peu le. Moi, parmi les scanners de vulnérabilité, j'utilise un qui s'appelle Nessus. Vous voyez, je scanne la machine avec Nessus. Il me trouve une vulnérabilité faible qui avait rien à voir avec ça. Je me dis, bon, ok, je vais tester autre chose. Je teste encore un outil où là, vous voyez, il me fait tout plein de tests et il ne trouve rien. Là, je teste carrément un outil qui est spécialisé dans les injections SQL et vous voyez, encore une fois, il ne me trouve rien. Je teste même SQL Map, qui est un outil utilisé par les attaquants justement pour exploiter les injections SQL. Et encore une fois, là, je fais mon, j'essaye avec, alors j'ai aussi essayé à la main, je l'ai trouvé ensuite à la main, on va voir ensemble pourquoi. Mais pareil, je teste avec SQL Map et puis il me dit que là, il n'y a pas de, il y a pas d'injection SQL un peu dans cette URL. Bon, du coup, au début, quand j'avais testé mes outils, enfin quand je fais une passe préliminaire, je me suis dit, est-ce que dans le challenge, ils sont plantés ou quoi En fait, non. Du coup, ils ne s'étaient pas plantés, il y avait bien une injection SQL. Je ne sais pas si vous avez une petite idée de pourquoi la plupart des outils ne la trouvent pas, du coup. Bon, je ne vais pas laisser trop de... Si vous avez une petite idée, vous pouvez toujours la partager sur le chat. Et en fait, il existe, là on va attaquer un peu plus loin. Donc, tout le monde connaît un peu les injections SQL, mais il y en a certaines qui sont un peu plus complexes que d'autres. Là, c'est un peu le cas qu'on va voir. Bon, déjà, j'imagine vous en avez peut-être pas entendu parler, il y a ce qu'on appelle les injections second order. Bon, alors celles-là, je ne vais pas les aborder puisque là, c'est un peu le top du top au niveau de la complexité des injections SQL. Elles sont quasiment indétectables par les scanners de vulnérabilité puisqu'ils ne savent pas comment elles exploitent. Et en gros, pour vous citer un exemple de second order, imaginez vous avez un petit site web où vous pouvez uploader des images. En fait, vous allez modifier le nom, par exemple, de l'image pour tenter une injection SQL. Enfin bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais là, dans notre cas présent, en fait, la plupart des outils, pourquoi ils se plantent, pourquoi ils ne l'ont pas trouvé, c'est parce qu'en fait, ils testent souvent le égal 1. C'est-à-dire que souvent, les injections SQL, on a l'habitude de se dire qu'elles sont liées à la valeur, à la valeur du paramètre. Et là, dans le cas présent, en fait, l'injection SQL, elle n'était pas dans la valeur du paramètre qu'on passait, elle était dans le nom du paramètre, en fait, quoi. Et ce qui fait que, bon, avec SQL Map, vous voyez là, en fait, je teste l'injection SQL dans le nom du paramètre. Et là, par contre, il me trouve bien qu'il y a une injection SQL. D'ailleurs, peut-être que je peux vous faire la démo en direct. Je vais juste récupérer l'URL. Ah bah oui, je l'ai là. Donc là, je vais utiliser SQL Map, voilà, qui est un outil pour justement exploiter les injections SQL. Là, comme je vous dis, putain, il peut être un peu long le résultat. Mais là, en gros, il ne va rien me trouver parce que souvent, il teste l'injection SQL là dans le égal 1. C'est-à-dire qu'il essaye de changer la valeur. Ah pourquoi il me l'a trouvé? Ah, c'est parce que je dois déjà l'avoir enregistré en fait, quoi. Ouais, je l'ai déjà enregistré, c'est pour ça qu'il me l'a déjà trouvé. Mais vous voyez, en fait, là, il m'a trouvé l'injection SQL dans le filter user égale D, c'est-à-dire dans le nom du paramètre et pas dans la valeur passée au paramètre. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a en fait aucun outil cherche dans le nom du paramètre, il cherche toujours dans la valeur en fait. Ce qui fait que si vous avez vous pouvez avoir des injections SQL et vos outils vont vous dire que tout va bien alors que pas du tout en fait. Donc ça voilà, c'était un peu pour justement vous montrer un peu différents types d'injections SQL qui ne sont pas tout le temps dans la valeur du paramètre, elles peuvent être aussi dans le nom du paramètre. Bon, c'était pas très connu. Je t'avoue, moi aussi, je fais bien de m'entraîner parce que en audit, je pense pas toujours à le tester du coup. Du coup, là, on va passer à la seconde exploitation. Donc là, c'est sur la même machine virtuelle. C'était par exemple, là, dans le cas, c'était comment on va pouvoir prendre le contrôle du serveur à partir d'une image. Alors, en fait, avec l'injection SQL là, que je vous ai montré, ça permet de récupérer l'identifiant de l'utilisateur et puis son mot de passe.
D'ailleurs, je peux vous laisser continuer à l'exploiter, vous allez voir. Si je mets password, en fait, si tout va bien, quand je vais revenir, il va me récupérer. Alors, attendez. Ah, du coup, c'est marrant, vous voyez, il la trouve pas. J'adore les outils de sécurité quand même. Donc voilà, en gros là, vous allez voir quand je vais finir d'exploiter l'injection SQL, bah, en gros, je vais avoir accès à toute la base de données. Dedans, il y a une table qu'on appelle Users, il y a l'email et le mot de passe. Donc le mot de passe de ça, c'est Noack. Donc voilà, première étape de rempli, on va pouvoir se connecter à l'application. Donc là, normalement, il y a une petite case login. Ah, il y a toujours mon burp qui m'embête derrière. Hop, je les zappe. Donc là, je vais me connecter. Ah oui, ça c'était le deuxième truc qui m'embêtait, mais le système est mal foutu. Donc là, en fait, deuxième vulnérabilité que je voulais vous montrer, bah, c'est comment on peut prendre le contrôle d'un serveur à partir d'une image. Donc, de base, c'est un peu connu. Bon, j'espère en tout cas que vous avez une sensibilisation dessus. Souvent, quand on peut uploader une image sur le serveur, une des techniques utilisées par l'attaquant, en fait, c'est de changer l'extension de l'image qu'on télécharge. Et du coup, bah, potentiellement, on peut mettre du code malveillant dessus. Par contre, là, on va voir comment, en téléchargeant, entre guillemets, une vraie image, on va pouvoir faire exécuter du code de serveur. Alors, en fait, j'ai préparé une image malicieuse que je vais vous montrer. Je vous montrerai après le code source de l'image. Mais celle-là, elle était vachement intéressante parce que vous allez voir qu'en fait, la vulnérabilité, elle est pas liée au code de l'application web, mais au fait que sur le serveur, en fait, les logiciels installés, ils sont pas forcément à jour, en fait. Du coup, je trouvais ça plutôt intéressant à voir. Donc là, reverse. Alors pour revenir, là en gros, bah, ça va être un peu comme ce que je vous ai montré avec la désérialisation. Là, je vais chercher à faire exécuter une commande au serveur, quoi. Du coup, cette fois, plutôt que ça soit moi qui me connecte au serveur, je vais demander au serveur de se connecter à ma machine. Euh, En gros, c'est ce qu'on appelle un reverse shell. D'ailleurs, j'avais dû faire une petite capture d'écran sur ce que c'était avant. Voilà. Euh, Lors les attaquants, on cherche, enfin, pour pirater, ce qu'on appelle en gros pirater un serveur, bah, c'est obtenir un accès au serveur. Donc, en très gros, il y a ce qu'on appelle un shell. Donc là, c'est quand j'ouvre une session sur le serveur. C'est un peu ce que j'ai montré pour la désérialisation. Bah, vous avez pu voir, j'ai pu me connecter à un serveur sur un port spécifique. Et là, je vais utiliser ce qu'on appelle un reverse shell, c'est-à-dire que, en fait, c'est le serveur vulnérable qui va venir se connecter à ma machine, en fait. Donc là, je lance sur ma machine, en fait, je suis en écoute sur un port particulier. Et si tout se passe bien, une fois que je vais télécharger mon image, vous allez voir qu'en fait, là, je vais avoir le serveur qui est venu se connecter à ma machine directement. On va voir un peu ensemble. Donc là, j'ai préparé une image malveillante. On va voir pourquoi. Mais vous voyez, bon, c'est bien un PNG, c'est bien une image. Je la télécharge. Toujours rien du tout sur mon serveur. Par contre, vous allez voir qu'en fait, si tout va bien, là, j'ai demandé à créer une image miniature. Ah, vous voyez, ça y est, le serveur est venu se connecter sur mon poste. Ouais, vous voyez, donc j'ai téléchargé une image et au moment où j'ai créé enfin que j'ai voulu en gros créer enfin, c'est pas un échantillon, je me rappelle plus le mot, mais en gros que j'ai voulu créer une petite image portrait. Vous avez pu voir qu'en fait il y a un code qui a été exécuté et en fait qui est venu se connecter directement sur mon serveur en fait. Bon, euh, je sais pas si comment du coup c'est possible, comment en uploadant une image et juste quand après je cherche à créer un portrait, comment c'est possible que le serveur en fait il m'ait exécuté du code dessus. Bon bah je vais passer un peu vite sur la magie qui s'est passée et puis justement voir un peu l'intérêt de mettre à jour les logiciels. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand
sur ce que je vous ai montré. Hop, je passe un peu plus vite. Donc voilà, là où vous avez vu, j'ai uploadé une image. Donc vous avez pu voir que l'extension, je n'ai pas cherché à la modifier ou quoi que ce soit. Et par contre, quand j'ai créé un petit portrait, paf, j'ai eu il y a une commande système qui a été exécutée sur le serveur et il s'est connecté sur la machine. Bon, du coup, comment c'est possible? Alors, en fait, il y a un logiciel qui est présent sur qui est installé par défaut sur toutes les applications Linux, donc ça s'appelle ImageMagick. Euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de librairies dont dépendent. Il y a plein de logiciels en fait et plein de langages il y a plein de logiciels d'image en fait qui utilisent les librairies de ImageMagick, dont PHP, Ruby, Node.js, etc. Donc ce petit outil il est installé par défaut sur toutes les installations Linux et souvent, dès qu'on fait du traitement d'image, on va utiliser un peu cet outil. Euh, il y a donc ça doit être l'année dernière, en fait, il y a une vulnérabilité qui a été découverte sur cet outil, c'est-à-dire que on peut, à ImageMagick, en fait, on peut lui donner une image et puis lui mettre quelques instructions dedans, c'est-à-dire on peut lui mettre la taille, par exemple, etc. Et en fait, là, dans l'image que je lui ai soumise, oui, tu m'étonnes qu'il essaye. Vous pouvez voir qu'en fait, je lui ai mis un ensemble d'instructions. Donc ça, c'est les vraies instructions pour ImageMagick, par exemple, où je définis la définition. Alors, je suis pas spécialiste du truc. Et vous voyez, par exemple, on peut aussi lui dire, on peut lui mettre une instruction. Et la vulnérabilité, c'est qu'en fait, là, il n'y avait pas de... En gros, on peut lui faire exécuter des commandes. D'ailleurs, c'est la commande qui a été exécutée. C'est comme ça que j'ai eu un accès à mon serveur. En fait, voilà, pour résumer, on a découvert une vulnérabilité qui permettait l'exécution de commandes dans ImageMagick. En gros, dès qu'il convertissait une image, il lisait là la petite image que je vous ai montrée et il exécutait ce code-là, en fait. Donc ça, c'est un défaut lié à ImageMagick. Donc voilà, c'était une CVE elle était un peu plus vieille que ce que je disais, elle datait il y a 3 ans. Justement, en fait, il faisait pas il ne traite pas assez bien les caractères qui lui étaient passés. Il aurait dû voir, par exemple, qu'on a essayé de lui faire lire une URL ou qu'on a essayé d'exécuter une autre commande, etc. Euh, et en fait, mais ce qui était intéressant avec ça, c'est que, il n'y a aucun logiciel il n'y a aucun scanner de vulnérabilité qui peut la détecter. Puis vous voyez, l'image qu'on lui met, en fait, on peut très bien faire des contrôles, par exemple, sur le type de l'image et l'extension, et ça va être accepté par le serveur. Et par contre, le fait d'avoir un logiciel qui n'est pas à jour avec une vulnérabilité comme ça permet de récupérer déjà un accès au serveur. Et c'est intéressant de voir ça parce que moi, souvent, quand je fais des audits, je dis souvent, quand on upload une image, attention à bien contrôler le type de l'image et l'extension. Et là, vous voyez, un nouveau type d'exploitation de vulnérabilité à partir d'une image, là, dans le cas où il y a un logiciel qui est installé, qui n'est pas à jour en fait sur le serveur en fait. Donc là, la petite démo que je vous ai fait. Bon, les recommandations rapidement par rapport au scénario. Alors, le scénario numéro 1, normalement, c'était sur la désérialisation Java. Donc ouais, il faut bien filtrer les bibliothèques. Faut bien filtrer les entrées des utilisateurs, donc bien voir qu'on puisse potentiellement pas injecter d'objets serialisés malicieux, entre guillemets. Donc voilà, il faut vérifier le contenu. Donc pour ça, en fait, justement, avec la TMA, on, on est en train de mettre en place, justement, il y a une bibliothèque, c'est pas Serial Killer, qui est en fait, chaque fois qu'il y a une méthode readObject, ça contrôle en gros l'objet s'il n'y a pas une classe dangereuse en fait. En gros, on va essayer de voir s'il n'y a pas un runtime exec, comme j'ai pu vous montrer. Et puis s'il trouve dans un objet qu'il y a un runtime exec, en gros, l'objet n'est pas exécuté. Une autre technique à utiliser, c'est aussi de bien patcher les applications et librairies qui sont utilisées. Là, dans l'exploitation que je vous ai montré, c'était une vulnérabilité dans Spring, une librairie de Spring qui n'était pas à jour. Donc là aussi, bien faire attention à les patcher. Donc, quand souvent on utilise des composants logiciels pour être sûr que les librairies ne sont pas vulnérables. D'ailleurs, vous voyez maintenant l'intérêt du coup d'utiliser ce type d'outils pour voir que les logiciels qu'on embarque embarquent pas aussi des vulnérabilités avec eux. Là, c'est des recommandations pour Git. Donc, déjà, bien, en fait,
Là, les recommandations que j'ai mises, c'était plutôt pour les structures, en fait, de vérifier si leurs développeurs n'avaient pas foutu sur GitHub, par exemple, des codes sources de leur application avec des informations sensibles. Donc voilà, là, c'est les dorks Google pour chercher justement des choses comme ça sur Google. Cherchez aussi si sur le site web, il n'y a pas un point .sven ou un point .git qui est présent. Souvent, ça marche pas tout le temps parce que des fois, Google, il va pas indexer les répertoires SVN et Git et pourtant, ils existent bien. Du coup, une des seules manières de trouver, en fait, c'est de faire des scans de vulnes, en gros. Et puis, j'ai oublié la recommandation pour scénario numéro 3. Bon, shame on me. Mettre tous les logiciels du serveur à jour. Là, vous voyez, dans le cas de la vulnérabilité qu'on a utilisée, c'était Magic, Image Magic. Et puis aussi, vérifier les injections SQL, pas uniquement vérifier la valeur des paramètres, vérifier aussi le nom des paramètres. J'ai fait un peu plus d'une heure. J'ai trouvé assez poussif cette présentation. Je m'excuse un peu parce que d'habitude, j'ai rarement l'occasion de rentrer assez profondément dans l'exploitation des vulnérabilités. J'espère que malgré tout, ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis, si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Mince, j'ai perdu tout le monde. Bon. Non, non, mais là. Écoute, je vais passer en salle de réunion, Luc, pour voir les gens de la TMA si vous avez des questions. Et puis, sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel si vous avez des questions. Donc, je vais passer en salle 213 pour 912. avec Luc et les développeurs. Je vous remercie en tout cas de votre attention. J'espère que vous a plu. J'espère que vous n'êtes quand même pas trop perdu parce que je trouvais quand même pas ça très simple tout ce que j'ai pu expliquer. Mais voilà, j'ai fait au mieux. Merci à vous et à bientôt. Merci.